Donc je suis là pour vous parler d'Une jeunesse au secret. Et j'ai apporté des images, j'ai fait des agrandissements des images parce que c'est un livre qui a un format assez peu courant, parce qu'on ne peut pas le classer dans les livres d'art complètement, puisqu'il y a un texte qui est équilibré par rapport à chaque dessin en regard, comporte son texte. Et donc, c'est pas complètement un livre d'art, c'est pas complètement un livre, c'est pas un roman, c'est pas un récit uniquement, puisqu'il y a des dessins. Et c'est pas de la bande dessinée, c'est pas non plus ce qu'on appelle maintenant un roman graphique. Donc en fait, c'est un truc assez particulier, qui est édité donc, dans une très belle maison d'édition qui s'appelle Les Cahiers dessinés, qui, en termes de reproduction, de soins d'édition, aussi de catalogue, est très très brillant. C'est vraiment... Frédéric Pajac, qui est mon éditeur, ne choisit pas des dessinateurs qui sont forcément des gens reconnus dans le marché de l'art, mais des gens qui ont des œuvres. Ça peut être quand même Giacometti, ça peut être Giacometti, ça peut être Olivier, ça peut être des grands noms du dessin, mais il a un intérêt qui aussi se passe dans les marges. Et c'est tout l'intérêt de cette maison d'édition vraiment remarquable. Donc j'ai fait un premier livre avec Frédéric Pajac au Cahier dessiné, et je l'ai fait à partir de l'histoire de mon père qui nous avait raconté finalement par écrit une part de son histoire qui m'était complètement floue, qui était l'histoire de sa vie pendant l'occupation. En fait, c'était toute sa jeunesse. Mais il y avait un passage qui m'intéressait énormément, c'était quel enfant, quelle vie il avait eu pendant l'occupation et quels étaient ses liens avec ses parents, parce que je m'étais toujours interrogée là-dessus, parce que c'était des silences, c'était vraiment des silences. Donc j'ai fait ce premier livre à partir de son texte, mais voilà, il n'y a jamais une illustration d'un côté et un texte de l'autre côté. Et finalement, ça s'est mal passé parce qu'il a pensé que je lui avais volé son histoire, alors que il était au courant dès le départ qu'on allait faire un livre. Finalement, il a dit non, donc j'ai finalement écrit le texte moi-même. J'ai fait d'autres dessins pour ma génération, donc c'était plus son histoire à lui, c'était l'histoire de notre famille. Et puis voilà, le livre il paraît en 2011 ou 2012, fin 2011. Et puis voilà, le temps passe, je pense que j'en ai fini avec cette histoire. Et puis un jour, je vais voir l'exposition de Marian. C'est un grand peintre d'origine polonaise. Et Marian, après une enfance, une jeunesse, le ghetto, les camps, l'Auschwitz, deux fois où il a été exécuté, puis miraculeusement il s'en est sorti. Il a fait des études à Paris, il est parti à New York, et puis à un moment donné, il a eu une énorme dépression, et son psychiatre lui a dit ce que vous ne pouvez pas dire, dessinez-le. Et il a fait des carnets extraordinaires qu'en 2013 j'ai vu Hommage. Et quand j'ai vu ces carnets où ce mélange en fait de façon expressionniste, je ne suis pas du tout un artiste expressionniste, mais lui est un peintre expressionniste, où il mêlait en fait à la fois les souvenirs d'enfance, la mère qui tape sur le père avec un rouleau à pâtisserie, les nazis qui tuent tout le monde, le poulet qui marche sans tête parce qu'il voilà, il a été pour une cérémonie pour Shabbat, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'est des souvenirs assez forts de son existence, qui vraiment n'en manquait pas de souvenirs très très forts. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais j'ai rien dit dans ce livre qui s'appelait Sans boulevard du Montparnasse. C'était l'adresse de la jeunesse, de l'enfance de mon père, et l'adresse de mon enfance à moi, ma petite enfance. Donc je me dis j'ai rien fait, il faut que je dessine. J'ai recommencé à dessiner donc en 2013. Et donc j'ai posé comme ça d'abord des dessins avec des scènes qui s'imposaient à moi. Donc ce sont des dessins
qui, à chaque fois, sont accompagnés de mots. En fait, on dessine et on marmonne à l'intérieur de soi. C'est une forme de texte, mais qui n'est pas un texte littéraire du tout. C'est des mots. En fait, et j'ai commencé à dessiner, donc c'est ce que j'appelle des dessins les yeux fermés. C'est-à-dire que le dessin, le dessin n'est pas tourné vers l'extérieur, il est tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un dessin de réminiscence et de réinvestissement dans le passé. Donc voilà, moi je me suis posé la question en fait, et de façon très violente, très forte, de qu'est-ce qui s'était passé entre cette petite fille dont le premier souvenir que j'ai, donc qui est nimbé de lumière, qui est très lumineux, qui est très fort. Je suis dans le soleil, je suis en Bretagne. Ma mère vient de me donner un petit gâteau qui est jaune aussi, un tuc, je me souviens très bien. Et j'ai 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Donc ce souvenir est très lumineux, même s'il est dessiné au crayon, hein, toute cette série est au crayon noir. Pour arriver à 20 ans, une fille qui est habillée en noir, bon, maintenant c'est justement parce que je travaille beaucoup au crayon noir et que si je m'étais habillée en blanc, moi, je serais très vite noire. Donc comment je suis devenue la reine de la nuit. Ici c'est une scène qui a lieu à l'ensemble Bach, avec l'ensemble Bach de Paris, qui était un ensemble de 80 choristes dans les années 80, ça doit être 80 d'ailleurs. Un chef prussien, Justus von Webski, qui avait l'intention de faire toute l'œuvre chorale de Bach. Et c'est pour ça que j'étais allée là, spécialement, non pas pour chanter comme ça, mais pour chanter Bach. Voilà, donc là, j'arrive en retard, tout le monde est déjà assis, on répète, et il a un caractère exécrable. Je me dis, bon, je vais me faire incendier parce qu'il est très méchant quoi, pour les gens qui arrivent en retard et tout ça. Et curieusement, il arrête la répétition, il joue des notes de Mozart, et évidemment, il dit, et voilà notre reine de la nuit. Donc, qu'est-ce qui s'était passé entre ça et ça? Voilà. Donc, ça a été finalement ce qui m'a, au fur et à mesure, parce qu'après 10 ans de dessin, alors évidemment, j'ai fait autre chose entre-temps, évidemment, je ne me suis pas complètement plongée exclusivement dans ce travail, mais il était toujours là, cette série de dessins était toujours là. J'allais au café, j'avais mes crayons, j'avais mon petit format, parce que ce sont des formats comme ça, et je poursuivais petit à petit toute cette série. Donc, et en 2018, j'ai eu une résidence dans un endroit merveilleux, qui est la maison de Marguerite Yourcenar dans le Nord, la Villa Yourcenar. Et là, j'ai commencé à écrire. Et donc, ce que j'écrivais, il a fallu que j'en fasse, je ne sais pas, 30 versions, 40 versions, parce qu'il fallait sortir justement soit de l'illustration, soit du récit assez niais, et travailler, élaguer. Donc, c'était vraiment un gros travail d'écriture. Et donc, peut-être qu'on va... Oui. J'ai demandé à Isabelle de lire pour moi, parce que je suis une très mauvaise lectrice. Et donc, on va commencer par les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques. Quand nous passions des vacances à la campagne chez la sœur de mon père, en cas de conflit, elle prenait souvent ma défense. Ma tante voyait bien quand mes cousins ou un beau-frère mentaient, quand ma sœur jouait les saintes nitouches. Elle n'avait pas d'a priori, contrairement à mes parents. La présence de mes cousins atténuait la surveillance parentale. À Pâques, nous cherchions les œufs déposés à l'eau, dans le jardin, nous faisions du vélo près du canal, nous pêchions les têtards dans la mare. Je me sentais bien avec eux, à ma place et à bonne distance, sans émotion excessive. À l'adolescence, j'ai failli me fâcher avec mon oncle quand j'ai demandé à l'un des camarades de mes cousins si son nom était un nom juif. « Mais non, quelle idée !» a répondu le garçon, comme si j'avais dit une énormité. Il portait un nom grec, j'aurais dû le deviner.
Du salon, mon oncle avait tout entendu. Il m'a passé un savon. Si tu abordes une fois encore ce sujet qui semble t'obséder, tu ne remettras plus jamais les pieds chez nous. Et il m'a interdit de prononcer le mot juif devant leurs amis et ses collègues. Juif. Mon oncle était catholique. Ma tante voulait oublier son origine à elle, qui ne lui avait valu que des ennuis. Mes cousins ont longtemps ignoré leur ascendance juive. Ils l'ont découverte l'année où Silberman, le téléfilm de Pierre Cardinal, a été tourné dans leur lycée et qu'ils durent, en tant que figurants, crier « sale juif » dans la cour de récréation. Chez nous, ce mot n'était pas tabou. Mais avions-nous jamais eu une vraie conversation à ce sujet? Est-ce qu'on savait seulement ce que signifiait être juif? À l'époque, les deux couples n'étaient pas du même bord politique, mais ils avaient le même désir d'ascension sociale. Ils voulaient sortir de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l'inculture de leur milieu d'origine. Mon père m'a dit un jour: pour moi, c'était simple. J'étais tout en bas de l'échelle, je n'avais qu'à monter. Ma tante, la sœur de mon père, espérait qu'après sa disparition, rien de juif ne subsisterait. Après moi, tout ça c'est fini. Mes grands-parents maternels avaient imposé à leur fille d'épouser un juif. Ils auraient aimé avoir pour gendre un homme de leur milieu, un tailleur ou un fourreur, mais elle avait choisi mon père, qui lui faisait assidûment la cour et qu'elle connaissait depuis l'enfance. Au sortir de la guerre, ses parents à elle avaient embauché sa mère à lui comme finisseuse à l'atelier. Mes grands-parents ne comprenaient pas que leur fille veuille faire sa vie avec un étudiant pauvre, intellectuel, mutique et stalinien, fils d'une de leurs couturières. Après le mariage, chaque fois qu'il leur rendait visite, ils pleuraient sur le chemin du retour, m'a confié ma grand-mère. Ils souffraient de voir leur fille malheureuse. Et puis, ton père était tellement arrogant. Ma tante ne comprenait pas comment son frère avait pu épouser une fille du ghetto. Ma mère, elle, disait: 6 mois après mon mariage, je voulais qu'une chose, m'enfuir. Oui, en fait, c'est pourquoi j'ai choisi ces fragments. Parce que il s'agit de ma tante donc paternelle, puisque c'est la sœur de mon père, qui était l'aînée, et que c'est mon grand-père paternel qui est venu d'Odessa. Donc c'est une famille qui devait être assez, enfin qui était nombreuse, comme ces familles. Je ne sais pas s'ils étaient 7 ou s'ils étaient 9 enfants. Et ils sont arrivés à Paris en 1904. En fait, il y a eu aussi une anecdote quand je suis allée à Odessa la première fois. Il y avait ce mythe qui était entretenu dans ma famille, que mon père disait, c'était après la Révolution de 1905, la famille était partie à cause des pogroms et tout ça. Et donc moi, j'arrive à Odessa et puis je suis très contente de trouver des roubles datés 1905. Donc je reviens avec 5 roubles datés 1905, un pour mes parents, un pour ma sœur, mon frère, moi. Et alors mon père hausse les épaules en disant: la famille est partie en 1904. Voilà. Donc en fait, je pense que, comme beaucoup de gens d'Odessa, le pogrom de Kitchinev a été le signal du départ. Il a fallu piller, vendre des affaires, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais il a fallu se préparer, et l'année suivante, ils sont partis. Et ce que je disais à Isabelle, c'est que finalement, je pense qu'il y a eu une très forte immigration juive dans ces années-là, donc un peu avant, autour aussi de la Révolution 1905, avec l'immense pogrom d'Odessa, entre Kitchinev et Odessa. Et je me souviens d'un nombre très très important, mais peut-être vous savez, une immigration juive de Russie qui a été... Enfin moi j'ai souvenir d'1 million de juifs qui ont quitté la Russie à ce moment-là, et notamment par Odessa. On ne sait pas, est-ce que la famille est partie par Odessa, est-ce qu'elle est partie par Brody,
elle serait partie de nouveau à Minsk, parce que c'est une famille qui venait de Minsk, qui avait descendu peut-être, je ne sais pas en combien d'années, et qui avait passé 25 ans à Odessa. Enfin, tout ça, c'était de toute manière une origine qui était discutée. Ça exaspérait mon père quand je posais des questions. Il me disait, on descend tous du roi David. Bon. Il y a une chose, c'est qu'on s'appelle Gorouben, et qu'on ne sait absolument pas comment ce nom est arrivé. Par un passage de frontière, 2 passages de frontière. Il n'y a aucun Gorouben dans le... J'ai regardé, hein, j'ai été voir les noms numérisés à Odessa, le cimetière d'Odessa. Il n'y a pas de Gorouben. Alors bon, en 2000, j'ai trouvé un livre de Sacha Beider, qui est un linguiste moscovite, qui avait fait un gros livre sur l'origine des noms des Juifs de Russie. Et donc j'ai cherché, puis on avait avec ma mère pensé que ça pouvait venir de Kolobeynik, le colporteur, le Kolka, le gueule, etc. Et bon, j'ai posé la question à Sacha, que j'ai rencontré pour lui acheter son livre, et il m'a dit, ah oui, ça pourrait être tout à fait ça. Ah, moi j'ai adopté. Le colporteur, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, beaucoup des œuvres que j'ai faites qui s'appellent les rencontres du colporteur, par exemple. J'anime un atelier 2 fois par an au mémorial de la Shoah. Je l'ai appelé « Le colporteur est un passeur ». Justement en hommage à ces gens qui circulaient, qui vendaient des petites choses, qui emmenaient aussi les nouvelles, la littérature, enfin des petits livres ou des journaux, des magazines. Et je trouvais ça très très bien de redonner une présence à ce nom et de l'associer au mien. Donc en fait, voilà, d'un côté, il y a la famille de mon père, enfin, il y a mon père, et sa famille, dont je suis, et de l'autre côté, il y a ma tante. Et ma tante a eu un rejet extrêmement fort de cette origine odessite. De l'autre côté, enfin, il y avait, ma grand-mère venait de Varsovie, en Russie, et mes autres grands-parents venaient aussi de Pologne, en Russie, quoi, vu la date à laquelle ils sont nés. Et cette présence odessite était très très forte, parce que nous avons un samovar, voilà, un objet qui était très particulier. C'était ce samovar. Oui. Voilà, le samovar. Là, je suis beaucoup... Enfin, voilà, c'est dans les années 70, 78, je pense. Je suis arrivée aux Arts Déco. On nous demande un texte sur un très personnel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus personnel pour moi? C'est le samovar. C'est cet objet-là. Très souvent, il m'est arrivé une chose. Le samovar, il trônait dans la bibliothèque. Il est grand comme ça, quand même. Et doré, enfin, très très beau. Et c'était un objet absolument magique. Et souvent, j'avais l'impression, enfin, je rêvais de ça, que si jamais je rentrais, qu'il y avait personne dans la maison, dans l'appartement, je rentre, je regarde dans la salle à manger et il n'y a pas le samovar. Et ça, je me disais, mais s'il n'y a pas le samovar, alors quelque chose de terrible va arriver. Et je ne sais pas comment ça s'est venu, cette idée, mais elle me venait souvent de me dire que si cet objet-là manquait, c'est que quelque chose de terrible arrivait. Donc, je ne pensais pas plus loin que ça. Mais j'en ai fait quand même l'objet d'autoportraits qui ont accompagné le texte que j'ai fait pour ce professeur en première année des Arts Déco. Le samovar. Le samovar qui trônait dans la salle à manger avait voyagé d'Odessa à Paris en 1904 dans les bagages de mes arrière-grands-parents. Il a toujours eu beaucoup de sens pour moi, celui de l'exil et de la transmission du judaïsme. Je l'avais choisi comme sujet d'un mémoire. J'avais dessiné mon visage qui se reflétait, déformé, sur ses flancs de cuivre jaune. Mes parents, qui ne gardaient du passé familial que la trace de la misogynie qui régnait dans les générations précédentes, ne respectaient aucune tradition juive. Elle leur était toute étrangère. Mais ils m'avaient dit et redit
que s'il y avait chez eux une chose que je n'aurais jamais, c'était bien le samovar. De même qu'à la génération précédente, après leur mort, le samovar serait légué au fils, le Benjamin. C'était comme ça. Nous étions les seuls à porter notre patronyme. J'étais persuadée que nous serions les derniers. Je ne nous imaginais pas de descendance. Lorsque j'ai découvert 100 ans de solitude de Garcia Marquez, il m'a semblé que sa dernière phrase était écrite pour moi. Car aux dynasties frappées de 100 ans de solitude, il n'était pas donné sur terre de seconde chance. Franz Kafka, lui, a écrit dans son journal « Sans ascendance, mariage, descendance. Avec un violent désir d'ascendance, mariage, descendance. Tous, ascendance, mariage, descendance, me tendent la main. Mais trop loin pour moi. » J'ai oublié de dire une chose qui est quand même très très importante. C'est que l'homme en blanc qui est là, c'est grâce à lui que je suis allée à Odessa. Marc Sagnol, donc, qui est venu ici pour présenter ses œuvres. Marc donc m'a invité à exposer à Kiev en 1997. Et alors je dis, tu sais Marc, ça serait bien que j'aille à Odessa. Et en fait, il a organisé une résidence pour moi de 1 mois à Odessa, avec ensuite l'année suivante la préparation donc toute l'année d'une exposition pour le musée des Beaux-Arts de Odessa, qui est un très très beau musée. Et donc j'ai déambulé dans Odessa pendant ce premier mois. Donc j'ai dessiné partout. C'était une ville dont j'ai dit tout de suite à Marc, je me souviens, on allait vers le Privose et à pied, comme ça on remontait. C'est quel boulevard? C'est Primorski. Non, c'est pas Primorski, bien sûr, c'est peut-être Richelieu ou... Pouchkine? Non. Non, il y a Deribas, il y a Richelieu, il y a... Je ne sais plus. En tout cas, on allait vers le Privose et je lui ai dit, mais en fait, mon exposition, elle va s'appeler La Maison Odessa. Parce que tout de suite, 1 ou 2 jours, je me sentais dans une ville qui est à proportion du corps et qui est très très belle, mais pas écrasante. Et en plus, il y avait une chose qui était importante aussi, par rapport à Kiev, le paysage humain était très différent. Il y a des gens beaucoup plus mélangés à Odessa, et c'était visible et sensible tout de suite. Et donc voilà, il y avait quelque chose qui me faisait une sensation de bien-être, qui me donnait une sensation de bien-être qui était très très importante. Donc voilà, il y a eu 2 séjours, 2 premiers séjours, donc celui de 97 et je suis revenue en 98 et pour cette exposition au Musée des Beaux-Arts, et là j'ai fait une autre série de dessins tout à fait en continuité, mais il y a beaucoup plus de paysages je crois. Et mon amie Alla Nirsha, directrice du musée Pouchkine, les a annotés de sa main en russe. Ce qui d'ailleurs est très compliqué maintenant par rapport à ces dessins. Il y a des gens qui vont dire ah non, faut pas mettre en russe maintenant, ça c'est pas possible en russe, c'est de l'ukrainien. Donc ça pose pas mal de questions actuellement. À l'époque, à Odessa, quand on parlait de Lviv, et ça faisait rigoler tout le monde en fait. L'ouest de l'Ukraine, qui était donc qui parlait beaucoup plus ukrainien, n'avait rien à voir avec, et encore plus à Odessa où tout le monde parlait russe. Donc ce sont des choses aussi très sensibles. Donc cette série de dessins, elle a jamais été pour le moment éditée, mais elle existe et je suis particulièrement, un jour j'espère qu'il y aura une édition de ces dessins particulièrement. Ensuite je suis revenue en 2002, et là c'était pour une exposition au musée Pouchkine justement. C'était une petite exposition qui, par rapport à la maison Odessa, qui était faite de tout ce que j'avais recueilli à Odessa, tout ce que j'avais dessiné à Odessa, complétait avec ce que j'ai appelé d'Odessa à Odessa. C'est-à-dire que j'ai demandé ensuite de faire une résidence à New York pour voir Little Odessa, et que je suis allée ensuite à Marseille, que
j'ai appelé Marseille Transit, ville de départ et d'arrivée. Et en fait, ça naît de cette question. Moi, ma famille était venue à Paris, mais on prenait un bateau, on ne savait pas si on allait arriver à New York, on ne savait pas si on allait arriver à Marseille, on pouvait arriver en Argentine, mais enfin, c'était des fois quelque chose qu'on n'avait pas forcément souhaité ou imaginé. Donc voilà, j'ai eu envie de relier ces trois océans, mer Noire, mer Méditerranée et Atlantique. Et bon, j'avais écrit à un moment donné, bon, j'aurais pu aller à Moscou, mais voilà, je suis allée à Marseille. Et c'était très bien et très intéressant aussi de voir la jumelle d'Odessa en 99. Donc New York, février 99 et août 99, Marseille. Donc c'est ça que j'ai exposé au musée Pouchkine en 2002, c'est-à-dire la suite qui n'avait pas été montrée bien sûr à Odessa. Donc voilà cette famille où on mange du petit cochon de lait à Noël. Donc c'est dire le rapport au judaïsme qui traversait mes parents et toute la famille. Alors, on voit ma grand-mère, moi. En fait, oui, c'est quelque chose qui est particulier dans ce livre, c'est qu'il y a moi partout, en fait. C'est des autoportraits, mais des autoportraits de dos. Je suis souvent de dos, en fait. Et enfant. Je découvre, et là. souvent enfant. Voilà, enfant, adolescente. Et en fait, il y a une chose, c'est que je dessine jamais d'après archives ou d'après photos pour tous ces dessins-là. Je peux aussi travailler beaucoup à partir de photos. En ce moment, je travaille beaucoup sur l'Ukraine et à partir de beaucoup de photos. Mais là, ce sont des dessins de mémoire, donc c'est vraiment... Alors du coup, il y a une chose qui est assez particulière dans ce livre, c'est que quand je dessine une Anne qui a 10 ans, des fois, je peux en paraître 4, en réalité. Et puis, je dessine une jeune fille qui s'appelle Anne, qui doit avoir 20 ans. Elle a plutôt le physique d'une fille qui a 15 ans. Donc je pense que c'est plutôt, quand on dessine, c'est plutôt des choses intérieures qu'on projette. Donc je pense que c'est comme ça que je me ressentais. En fait. Sans notion de temps. Voilà. Le petit cochon de lait. Le cochon de lait. Le menu du grand dîner de Noël occupait ma mère des semaines à l'avance. Une année, elle avait préparé un cochon de lait. Je m'étais représenté le petit cochon, rose, comme dans un film de Walt Disney. Mais ce qui est arrivé sur la table était horrible. C'était un corps calciné qui ressemblait à celui d'un bébé. Quand je questionnais mes parents sur le judaïsme ou l'histoire familiale, ils s'imaginaient que j'allais devenir croyante ou entrer dans une secte. J'ai interrogé mon père sur la philosophie juive. Ça n'existe pas. Je lui ai posé des questions sur mes arrière-grands-parents venus d'Odessa en 1904, mais ils ne savaient rien sur eux. On descend tous du roi David. Ma mère s'est écriée « Arrête avec Odessa, tu te fais du mal, tu nous fais du mal !» Un jour, mon père a explosé. « Tu t'inventes des histoires. Qu'est-ce qui te prouve que tu es juive ?» Quand j'ai dû lui emprunter le livret de famille pour refaire ma carte d'identité volée, il a refusé immédiatement. « C'est pas ta famille. » Voilà, on nageait quand même en pleine contradiction passionnelle. Et il y avait quelqu'un qui était né à Odessa aussi, c'est mon grand-oncle, le frère, un des frères, ils étaient 3 frères, Borouben, les 3 frères Borouben, et lui était orfèvre, et c'était donc peut-être le frère aîné, peut-être né en 1900, mon grand-père était né en 1902, donc lui était peut-être né en 1900 ou 1898, quelque chose comme ça. Et je le voyais très peu parce qu'il habitait à Ozoir-la-Ferrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 50 ans, aller à Ozoir-la-Ferrière, c'était quelque chose de limite insurmontable, quoi. Donc on les voyait assez peu. Et quand j'ai passé mon bac et j'ai décidé que, passer un bac scientifique, j'ai passé un bac C,
Immédiatement, j'ai dit ah ben non, 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 moi je veux dessiner. Je ne savais pas ce que ça voulait dire vraiment, mais je veux dessiner. Et du coup, j'ai commencé une préparatoire en école d'art. Et à ce moment-là, on est allé voir mon grand-oncle et sa femme, Tante Joanne. Et au moment où on partait, il me dit « Attends, j'ai quelque chose à te donner ». Et il me sort une caisse, comme ça. Et il ouvre. Et il y avait 4 étages de pastels secs. Donc, un étage portrait, paysage, ciel, mer, enfin, absolument fabuleux. Et c'était un homme qui avait toujours été une forme d'artiste. C'était un artisan. Il concevait des bijoux. C'est lui qui m'a fait ma médaille que je porte toujours. Voilà. C'est une médaille qui, pour moi, représente quand même une étoile juive cachée. Avec les brillants et les pointes, on peut trouver l'étoile. Et cette boîte de pastel, je l'ai utilisée en fait bien plus tard quand j'ai pu avoir un petit atelier, chambre de bonne mais individuelle. Ça fait beaucoup de poussière. Donc voilà. Et un jour, voilà, tu vas lire le texte parce que je ne vais pas redire en fait ce qu'il y a dans le texte. La boîte de pastels secs. L'année de mon entrée en école d'art, mon grand-oncle paternel m'a offert sa grande boîte de pastels secs, un trésor. C'était une grande caisse en bois qui comprenait 4 plateaux d'assortiment de couleurs, 1 millier de bâtonnets en tout, des pastels Giron. Mon grand-oncle était né à Odessa. Il avait été orfèvre et avait obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Il avait toujours aimé dessiner et sculpter, et il se faisait une haute idée de l'art et du travail des artistes. Son cadeau était une véritable transmission. Des années plus tard, j'ai découvert au fond de la boîte une liste de couleurs datée de 1931, sans doute l'année de l'achat de ces pastels. Mon grand-oncle avait réussi à conserver cette caisse pendant la guerre, alors que mes grands-parents avaient tout perdu. Sans doute parce que sa femme n'était pas juive. Engagé volontaire, comme mon grand-père maternel, il avait été, comme lui, fait prisonnier quelques mois. J'ignore comment il a survécu. Alors, ces 3 frères Goruben avaient tous mauvais caractère, en fait. On racontait, je pense que je l'ai mis dans le premier livre, qu'un jour, il y en avait un qui ne voulait pas, c'était Marc, ouais, je pense que c'était Marc, qui ne voulait pas donner régulièrement de l'argent à leur père. Et un jour, les deux ont pendu, tenu par la fenêtre, celui qui ne voulait pas payer, en lui disant bon, on te remonte si tu payes. Donc voilà, c'est des hommes un peu particuliers et très taiseux. Et je pense que les silences aussi sur l'origine, sur Odessa, venaient aussi d'un lien très compliqué que mon père entretenait avec sa propre famille. Mais finalement, ce père qui était très, très silencieux, qui n'était pas du tout simple comme contact, qui faisait peur, qui moi Enfin, c'est vraiment écrit dans le livre, il y a beaucoup de scènes où on voit la raideur de cet homme. Nous a fait quand même le cadeau en 2006 de son récit, à travers lequel on a pu, en tout cas moi j'ai pu mieux saisir l'histoire de ma grand-mère, mieux saisir les liens familiaux, mieux comprendre justement aussi comment ces gens qui étaient réfugiés, qui étaient partis tous au début du XXe siècle, avaient voulu regarder vers l'avant, que mon père était l'héritier de ça, et que tout ce que je faisais le ramenait en arrière et il ne voulait pas, et il se raidissait par rapport à ça. Et donc, il y avait un sujet qui était aussi
sujet compliqué. C'est que dans ma chambre de bonne, je suis restée 3 années enfermée dans une chambre de bonne pour pas rester chez mes parents. Donc, je suis montée dans la chambre de bonne là-haut. Et j'étais étudiante, je faisais beaucoup d'autoportraits. Donc c'était vraiment, je dis dans le texte qu'Isabelle va lire aussi. Et ça leur plaisait pas du tout. Or, vraiment, pour le peintre, faire un autoportrait, c'est choisir comme sujet d'étude au moment où on n'a pas un modèle sous la main. Et c'est aussi se chercher, effectivement, d'une façon qui n'est pas gentille, en fait. En général, à part des portraits, il y a beaucoup d'autoportraits chez Rembrandt. Je crois qu'il en a fait une 60aine, entre les dessins, les peintures. C'était vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé l'autoportrait. Et en fait, on voit bien dans les autoportraits de Rembrandt, Marc, je pense que tu seras assez d'accord, qu'au début, il se choisit comme sujet d'étude pour des expressions, donc il se fait riant, il se fait souriant, il se fait se pavanant, il interprète vraiment des rôles, et plus il rentre dans l'âge, plus ses autoportraits sont intérieurs, et il ne rit pas du tout. Il ne rit pas du tout, Rembrandt. Mes autoportraits. Dans mes carnets, nombreux étaient les autoportraits. Au terme d'une journée d'errance, ils avaient pour moi un caractère de rédemption. Dessiner était l'acte de résistance qui me sauvait du désespoir absolu. Ma mère ne supportait ni mes autoportraits, ni mon angoisse. Décidément, tout semble tourner pour toi autour de ton nombril. Ta prétendue sensibilité n'est que de la sensiblerie. Un jour que je parlais de ma lecture de Proust, ma mère lança en passant ce commentaire. « Ah oui, ces gens qui ont le loisir d'écrire. Proust, ce bourgeois, cet héritier. » Mes parents écoutaient de la musique, lisaient beaucoup, nous avaient emmenés dans les musées. Pourquoi alors tant de mépris pour les artistes? En tant que médecin et orthophoniste, ils se savaient utiles à la société, et cette évidence les rassurait. Elle justifiait leur existence. Ma sœur faisait médecine, mon frère des études d'ingénieur. S'ils avaient accepté que j'étudie l'art, à leurs yeux, ce n'étaient pas vraiment des études sérieuses. Le diplôme qu'ils exigeaient de moi avait peu de valeur. Lorsqu'en second cycle, j'ai intégré la section peinture, ils m'ont totalement désapprouvé. Se consacrer à la peinture était prétentieux, égoïste, irresponsable et narcissique. En fait, pour écrire ce livre, il a quand même fallu attendre que mes parents ne soient plus là. Parce que le premier avait eu une réception extrêmement violente. Mais celui-là, je pense, alors qu'il n'est pas, je crois qu'il n'est pas très méchant, mais il révèle quand même aussi une part de l'enfance et de la jeunesse que j'ai vécu, mais que plein de gens des années 70 ont vécu en fait. C'est aussi un travail sur des années de formation, sur comment on devient artiste en fait. C'est sans doute ça qui est le fil directeur entre le premier souvenir d'enfance et puis La Reine de la Nuit, qui se trouve finalement que pour sortir de la nuit, il faut dessiner, il faut peindre, il faut trouver comment s'accrocher au monde. Et que c'est ça qui fait en fait ma vie. Je voulais aussi dire une chose sur une jeunesse au secret. C'est pas des secrets de famille, à part les silences, toutes ces choses qu'on ne dit pas parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne veut pas le savoir. Non, c'est une famille au secret, une jeunesse au secret. Au départ, ce livre s'appelait Une famille au secret. Finalement, je l'ai appelé Une jeunesse au secret, mais c'est le huis clos que peuvent représenter des familles qui se replient sur elles-mêmes pour peut-être moins souffrir, moins être traversées par la fragilité. Et je pense que c'était le cas de ma famille. Et
c'est une des choses, une des raisons qui a... une des choses qui fondent le livre, certainement.